That's what it's all about right there. See how it gets bigger? I'm gonna start the fire. But the feet are going. I start the fire, I make the pizza. Hips are always going. Can't get enough hip. From there, the Q-tip. 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 Throw it away. That's not working. Hit it with this. Don't ever do that again. Do you hear me? Just expressing myself. No. Not like that, you're not. All right? Le second moment fondamental du paradigme interactionniste se regroupe autour du vocable du collège invisible. Nous sommes après la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, toute une série d'écoles d'inspiration interactionniste va s'intéresser à la question de la communication interpersonnelle. On va se retrouver non seulement dans une microsociologie, mais dans une psychologie interactionnelle, et on va s'intéresser vraiment aux phénomènes de communication. Et là, on a vraiment un collège qui va fonder comme étude première non plus le sujet, non plus la subjectivation, mais l'acte de communication dans sa relation avec la subjectivation. Dans ce collège invisible, on peut établir trois pôles importants. Le premier pôle, c'est le pôle de Palo Alto, l'école de Palo Alto en Californie. Palo Alto, c'est une bourgade à l'orée de San Francisco, bourgade très connue car c'est un peu la Silicon Valley, le lieu où toutes les inventions se sont faites après la Seconde Guerre mondiale, informatique, cybernétique, intelligence artificielle, et notamment communication et psychologie interactionnelle. Et donc, dans cette école de Palo Alto, l'école de Palo Alto, telle qu'on l'a appelée dans la communication interactionnelle, on trouve le fondateur Gregory Bateson. Alors, Gregory Bateson est un personnage atypique, c'est un personnage extrêmement libre, il n'est attaché à rien, il voyage beaucoup, il est à la fois anthropologue, psychologue, sociologue. C'est une entité vraiment extrêmement complexe, extrêmement riche, très ouvert. Et il va être le mari de Margaret Mead, elle-même anthropologue, très fameuse. Et ensemble, entre 1942 et 1953, ils vont assister aux conférences de Massy. Les conférences de Massy, si vous vous souvenez bien, on en a parlé dans le paradigme systémique. C'est le fondement, l'émergence, la naissance de la théorie systémique aux États-Unis et l'approche systémique aux États-Unis. Et donc on va voir comment, entre le paradigme interactionnisme par Gregory Bateson et les théories systémiques, on va avoir une fusion, un mélange, une fermentation qui va amener à un moment à la seconde école de Chicago, ce qu'on appelle entre guillemets la seconde école de Chicago, mais qui est en réalité un système beaucoup plus disparate, mais qui partage à la fois un réseau de chercheurs qui vont souvent se rencontrer, des thèmes et un paradigme commun. Donc, on aurait tort de l'appeler la seconde école de Chicago, mais c'est tellement plus facile, ça donne un lien de rationalité logique. Ça ne se passe pas à Chicago, et il n'y a pas de lien direct avec les enseignants et les chercheurs de l'école de Chicago à proprement parler, mais on voit bien qu'il y a une filiation très forte au niveau du paradigme. Revenons à Gregory Bateson. Gregory Bateson, en assistant aux différentes conférences de Massy, pendant 5 ans tout de même, va faire introduire la question de la systémique au cœur des pratiques communicationnelles. De 1952 à 1955, au détour d'un programme de recherche, il va rencontrer Donald Jackson, un psychologue, un psychiatre, qui travaille beaucoup justement sur ces questions d'homéostasie familiale. On verra plus tard, Donald Jackson est justement un élève de Sullivan, donc de la première génération, de l'école de New York. Et donc, il va s'intéresser, Donald Jackson, beaucoup au système familial des milieux pathologiques. Quand il va voir un client, quand il va avoir une pathologie émergente, ce qui va l'intéresser, c'est qu'en fait, cette pathologie émergente est une solution pour le sujet de rester intégré dans un équilibre familial, dans un système qu'il va appeler homéostatique au sens de la systémique, c'est-à-dire un système qui tend à maintenir une certaine stabilité. Et Bateson et Jackson vont travailler sur justement la notion de schizophrène. Et ils vont développer ce concept fondamental, mais qui était déjà un peu dans l'anomie
chez Durkheim et qui était un peu aussi dans la théorie des tensions, c'est-à-dire la théorie de la double contrainte. Le fait qu'un individu, souvent un enfant, se retrouve dans sa relation maternelle et paternelle dans une situation où il vit une destruction de son sujet tout en vivant une valorisation de son sujet. L'individu est à la fois nié dans ce qu'il est et valorisé dans ce qu'il est. Or, cette contradiction, normalement, devrait mener l'individu à se révolter, à chercher une autre solution, à avoir interrogé. Or, ce qui est propre à la pathologie, c'est l'impossibilité qu'a l'individu de fuir cette tension. Il y a tension, il y a paradoxe, il y a une double injonction contradictoire, il montrera à travers de nombreux exemples. Je te déteste, mon fils. En fait, je te hais parce que ton existence a détruit ma vie, j'étais une belle femme, j'étais un homme avec une carrière, etc. Et en fait, je hais profondément l'existence de mes enfants, mais en même temps, je ne peux pas supporter ça, et donc quand tu me le pointes, je te dis au contraire que je t'aime. Je te montre, je t'achète des cadeaux, je te couvre d'attention, je m'occupe de toi, je crie haut et fort que nous vivons des choses extraordinaires, je t'emmène au cheval, etc., etc. Mais en fait, intimement, dès que nous essayons d'avoir une relation intime, tu sens en moi et je sens en moi cette haine. Et parfois, cette haine, je ne l'assume même pas consciemment. Et donc, cette double tension entre en fait, je ne voulais pas de toi, mais non, c'est pas vrai, je suis une mère aimante, cette contradiction qui pourrait être pointée par l'enfant va être refusée par le parent, va être refusée par la famille en disant comment, on va piéger l'enfant en lui disant comment tu vois bien que je t'aime, regarde, je t'ai emmené au cheval, je crie partout que je t'aime, je suis très affectif, mais si on pointe le fait qu'en fait on réalise bien qu'on est un boulet et qu'on n'est pas aimé par ses parents, eh ben on va être traité d'ingrat, on va être traité d'injuste, on va être traité de mauvaise personne, de quelqu'un vraiment qui a aucune reconnaissance, qui est même menteuse, etc., etc. Mais à l'inverse, si on croit en effet que la maman aime, que la maman aime vraiment son enfant et qu'en fait on s'est trompé, on va se jeter dans les bras de sa maman, on va vouloir plus d'affect, on va vouloir enfin réaliser l'amour filial qu'on a avec sa mère et son père, et là, évidemment, on va recréer la tension chez la mère ou chez le père qui va à un moment révéler qu'en fait, il n'y a pas d'amour, qu'en fait, il y a une haine, qu'en fait, il y a une agressivité. Et donc l'enfant qui se retrouve dans cette situation où soit il croit et il ne croit plus, soit il ne croit pas et il est enjoint à croire, n'a pas de solution. Il est coincé, il est perdant-perdant. Et surtout, s'il lui est interdit de formuler cette contradiction, si on lui dit que formuler même cette contradiction est un tabou, est un interdit, alors la seule solution pour l'enfant, ça va être de s'inventer une histoire, de passer dans un autre monde, de non pas rentrer soit en rébellion, soit en agressivité, on va se retrouver avec les mêmes scénarios que Robert Ezra Park analysait au niveau social. Dans l'individu, il va y avoir plusieurs solutions possibles, et une de ces solutions, c'est justement la schizophrénie. La schizophrénie dans le sens où on va vivre dans un autre monde. On va vivre d'autres mondes. Et ces autres mondes vont permettre de résoudre la contradiction. On va se trouver d'autres adversaires, d'autres interlocuteurs dans d'autres mondes, et c'est là-dessus que va se jouer la contradiction. C'est là que des personnes vont me détester réellement. C'est là que je vais pouvoir aimer d'autres personnes. Et c'est là qu'en fait, je vais pouvoir dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Et je vais pouvoir vivre ce que je n'ai pas le droit de vivre. Évidemment, dans ces mondes métaphoriques, dans ces mondes délirants, je vais développer une haine de moi-même, une crainte, une obsession qui va à un moment devenir pathologique et devenir m'accommoder dans la vie quotidienne. Donc, la famille, pour Bateson, comme pour Sullivan, comme pour Jackson, la famille est le terreau et le lieu dans lequel la psychose peut émerger, peut être fabriquée par l'interaction familiale. Cette structure pathologique des relations familiales va pousser à réfléchir une thérapie, mais qui est une thérapie familiale, qui est une thérapie systémique. Pour permettre au sujet d'abandonner ses défenses, il va falloir à un moment lui montrer que l'environnement dans lequel il vit a changé. Déjà qu'il a une mauvaise interprétation de cet environnement, mais que cet environnement, lui, n'existe pas, n'a changé. Donc il n'y a pas de guérison possible de l'enfant sans guérison du système
dans lesquels il est intégré. Le psychotique ne peut être guéri que s'il peut vivre une expérience alternative à l'expérience réelle qui a fabriqué sa psychose. Ce n'est pas du délire, ce n'est pas de la folie, c'est une réponse à une situation réelle réellement dangereuse, réellement qu'il fait rentrer en crise. Et donc il n'y a pas de solution pour lui si il ne rentre pas. Et donc Virginia Satir, par exemple, qui est vraiment l'inventeuse, je ne sais pas comment on dit, de la thérapie familiale, va pointer cette idée que quand un individu vient avec des symptômes pathologiques, c'est qu'il y a un système familial pathologique. Et donc il faut régler les interactions dans le système familial. Et il faut embarquer les angoisses de tout le monde. Il faut embarquer le jeu de rôle que chacun a adopté. Car l'individu n'est qu'un élément du système. Et qu'il ne pourra pas changer si le système ne change pas entièrement. Donald Jackson, cet élève d'Harry Stack Sullivan, lui va s'intéresser principalement au comportement interpersonnel et aux pratiques communicationnelles, comment on fait passer les messages, comment on échange les messages. Il va jouer un rôle important, principalement non pas par ses œuvres, même s'il écrit plusieurs articles clés, mais il ne va pas vraiment dégager une théorie des concepts particuliers, mais par son rôle d'institutionnalisation. Donald Jackson, invité par Bateson, lui va partir batifoler ailleurs ensuite, c'est quelqu'un d'extrêmement libre qui va vouloir goûter à énormément de théories, de lieux, etc. C'est vraiment Donald Jackson qui, à l'école de Palo Alto, va asseoir le Mental Research Institute, le MRI, en 1959. Il va y inviter la plupart des grands théoriciens de la thérapie familiale et de la thérapie systémique, notamment Virginia Satir, qui est vraiment la grande psychologue de la famille, mais aussi Nathan Ackerman, qui est un grand psychologue du développement individuel, du développement familial. Et il va aussi, à l'intérieur de ce MRI, accueillir le centre de thérapie brève, dans lequel va se trouver un personnage très important de l'école Palo Alto, si ce n'est le plus célèbre de ces personnages, Paul Václavic. Paul Václavic est le chercheur qui va absorber véritablement l'école Palo Alto. Il va être vraiment à la fois l'enfant de l'école Palo Alto, mais il va être aussi le théoricien général de l'école Palo Alto. Et Paul Václavic va être la troisième génération. On dit la deuxième génération parce qu'on considère que Donald Jackson, vous vous rappelez, dans toutes les écoles, il y a les fondateurs, il y a les institutionnalistes, qui souvent sont pas très connus, et il y a les enfants qui rendent en général célèbres, publics, et qui font fructifier la théorie à un très large niveau. En l'occurrence ici, à l'école Palo Alto, le fondateur c'est Gregory Bateson, Donald Jackson c'est celui qui fait l'institution, qui fait le pont entre les deux, et le grand théoricien c'est Paul Václavic, qui lui va vraiment rendre célèbre l'école de Palo Alto. Il va écrire notamment un ouvrage qui s'appelle L'invention de la réalité, qui est le livre fondateur du constructivisme social, et il va y rencontrer Heinz von Foerster. Je vous rappelle, Heinz von Foerster, qui est le fondateur de la systémique, et notamment de la nouvelle systémique. Heinz von Foerster, c'est vraiment le théoricien du système. Il fait une théorie générale des systèmes. Et donc on retrouve Massy, le Massy de 1954, la conférence de Massy de 1953, de 1948 à 1953, on le retrouve revenir par Heinz von Foerster, qui s'avère être celui en même temps qui renouvelle la théorie systémique. Et donc vous voyez, par des mélanges multiples, Bateson, la conférence de Massy, mais aussi dans les années 70-80, Heinz von Foerster avec la nouvelle génération, notamment Paul Václavic, on retrouve un mélange continuel entre les apports de la théorie systémique et la psychologie interactionniste. Et vraiment, Paul Václavic, c'est celui qui écrit les ouvrages fondamentaux de la communication. Il écrira notamment la notion de changement, paradoxe, changement et thérapie. Et il écrira aussi une logique de la communication, qui fonde aussi son approche. Paul Václavic. Parlons de l'individu à proprement parler. Paul Václavic est vraiment un personnage très particulier. C'est d'abord quelqu'un qui a vécu à travers le monde. Il a vécu en Allemagne, il a vécu à Venise, il a vécu en Italie, il a fait de la thérapie à l'Institut Carl Jung, à Zurich, en Suisse. Ensuite, il est venu aux États-Unis, il a travaillé à Philadelphie, il a rencontré l'école de Philadelphie, dont nous allons parler tout de suite, après, l'autre grande école du Collège Invisible. Il va y rencontrer Ray Birtwistle et Albert Schleffen, qui sont vraiment les théoriciens
du paradigme de l'école de Philadelphie, c'est-à-dire du paradigme de la communication non verbale, bon, j'en parlerai tout à l'heure. Il se présente à Donald Jackson, il est embauché par Donald Jackson, il rencontre Gregory Bateson, et il va écrire pas moins de 15 livres, dont 74 éditions de langue étrangère, avec plus de 130 articles, pour présenter véritablement les fondements de la logique de communication. La logique de communication pensée par l'école de Palo Alto, c'est-à-dire pensée à la fois par la systémique et par le paradigme interactionniste. Il sera d'ailleurs docteur honoris causa de l'université Bordeaux-Montaigne, mon université, on en est assez fiers. Et donc, c'est une sorte de grand apôtre, de grand prophète qui va traverser le monde, qui connaît très bien le monde, il parle plusieurs langues, il connaît très bien les cultures à travers le monde, et il va pouvoir diffuser son approche, l'approche communicationnelle qui va avoir un retentissement à l'échelle planétaire. La deuxième école importante, c'est l'école de Philadelphie. L'école de Philadelphie, celle de Ray Birtwistle, c'est l'école du non-verbal. On va reprendre la même thèse du paradigme interactionniste. D'ailleurs, Ray Birtwistle est très proche de Gregory Bateson à un moment. Sauf que là, ce qui va intéresser la communication, ce n'est pas la communication verbale, ce n'est pas la communication de sens, mais la communication non verbale. La thèse majeure de Ray Birtwistle, c'est que la communication ne se fait pas que par la parole, que par l'émission de son, encore moins que par l'écrit. La communication, c'est un engagement à part entière. Et là, on retrouve encore la marque de la première génération, c'est-à-dire de George Herbert Mead. Tout est signifiant chez un individu. Ses gestes, son comportement, son déplacement dans l'espace, le lieu où il est, tout est signifiant dans un individu. Et tout est orchestré pour être signifiant. Il existe donc chez l'individu des comportements symboliques, des comportements qui ont pour objectif de faire sens pour autrui. Et donc, Ray Birtwistle va rêver de créer une théorie kinésique au même titre que la linguistique, celui du premier paradigme qu'on avait vu ensemble, avait créé une théorie phonétique. Pour Ray Birtwistle, il existe des kinèmes comme il existe des phonèmes. Ces kinèmes, ces gestes fondamentaux ont formé des mots gestuels, des pratiques gestuelles que l'on apprend à travers une grammaire gestuelle. Or, cette grammaire gestuelle forme une langue gestuelle, une langue du comportement du corps dans l'espace, et cette langue gestuelle, elle est sociale et culturelle, donc il existerait des langues culturelles, physiques, gestuelles à travers le monde, et donc il existe une communication non verbale et gestuelle, et il existe même une communication interculturelle des différences non verbales et gestuelles. Cette thèse fondamentale va ouvrir l'horizon de la communication. Déjà que le paradigme interactionniste était en soi assez révolutionnaire, déjà que l'école de Palo Alto a poussé très loin l'analyse de ce que c'est que la communication. Mais avec Ray Birtwistle, on va se rendre compte que la communication a une dimension totalement invisible, qui est la dimension gestuelle, qui est la dimension du symbolique, des gestes, des lieux, des espaces, de la distance. Et ça va ouvrir un nouvel horizon à la compréhension de ce que c'est qu'une interaction entre deux individus. Si l'interaction entre des individus est fondamentale parce qu'elle fonde le sujet, elle est profondément communicationnelle. Comprendre ce que c'est qu'une communication, c'était déjà très dur, mais là, comprendre qu'en fait la communication a une dimension invisible, a une dimension gestuelle, spatiale, et qu'il existe une multicanalité, il existe plusieurs canaux dans une scène à un instant T donné, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Gregory Bateson tournera un film d'interaction entre une mère balinaise et son enfant, qui va être un moment clé dans l'histoire du Collège Invisible, qui va montrer, film en noir et blanc, sans son, qui va montrer tous les rituels de communication par le toucher, par la distance, par le geste que peut avoir un enfant avec sa mère, et qui va vraiment être révolutionnaire dans l'approche. On verra plus tard que la communication non verbale va connaître énormément de succès, une communication invisible, une communication secrète. On voit bien là tous les ressorts des charlatans, on voit bien comment très vite des coachs en communication non verbale, en PNL, en maîtrisant l'inconscient des autres, enfin tout ce blabla de coaching va se développer et va faire énormément de mal à la communication non verbale. La communication non verbale est vraiment une discipline scientifique, sérieuse,
mais qui va énormément pâtir de la publicité sulfureuse et des escroqueries qui vont se développer dessus. On préférera s'intéresser à un auteur comme Edward T. Hall, qui lui va apporter une dimension un peu plus noble et un peu plus scientifique à la communication non verbale, notamment, et on retrouve ici Robert Ezra Park, notamment dans la communication interculturelle. Edward Hall ressemble énormément à tous ces chercheurs du Collège Invisible. Il a à la fois une connaissance très forte des Amérindiens, c'est son premier champ d'études, il a fait un doctorat de philosophie et il a fait aussi des enquêtes anthropologiques auprès des Navajos et des Hopis à l'intérieur de l'Arizona, des tribus interindiennes. Il s'est beaucoup intéressé au langage indien, aux pratiques indiennes, et donc il est vraiment baigné dans la communication indienne. Il est sorti de sa propre culture pour comprendre une culture radicalement différente. Puis plus tard, il a eu des métiers dans les ambassades, dans les départements d'État aux États-Unis, donc dans les affaires étrangères. C'est un homme d'ambassade, c'est un homme de relations diplomatiques, de relations internationales. Il vit au Moyen-Orient, il connaît bien l'Égypte, il adore la France, il connaît bien la France, il a vécu au Japon. C'est vraiment quelqu'un qui connaît toutes les cultures du monde, qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup observé les individus et qui en a tiré une théorie de la communication interculturelle. Edward T. Hall est un des pères fondateurs de la communication interculturelle. Et notamment, au départ, il ne s'intéresse pas immédiatement à la question de la communication non verbale, il va s'intéresser plutôt à un concept qu'il va développer qui s'appelle le concept de la culture à contexte élevé ou culture à contexte faible. Il va se rendre compte que plus les communautés sont homogènes, plus elles partagent une identité culturelle, plus elles se connaissent dans leur background culturel, moins elles ont besoin de se dire des choses. C'est ce qu'on appelle la communication à faible niveau culturel. Si les individus partagent vraiment tous les mêmes codes, tous la même identité, la même culture, il suffit de peu d'indices pour signifier quelque chose. Parce que chaque petit indice est accroché à des grappes de sens. Et comme on partage parfaitement ces grappes de sens, et comme on est totalement sûr qu'on partage ce grappe de sens, je vais pouvoir vous envoyer très peu d'indices pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. Et la communication a besoin en fait de très très peu d'échanges. Il y a très peu d'informations qui s'échangent, et par contre les interprétations sont très élevées. Par contre, dans les sociétés à faible contexte, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais je pense dans les sociétés à faible contexte, c'est l'inverse. Soit parce qu'on est dans des sociétés interculturelles, soit parce qu'on est dans des sociétés complexes, dans lesquelles il existe beaucoup d'identités, je ne peux pas savoir quelle est votre culture. Je ne peux pas savoir quelles sont vos références. On vit dans une société trop complexe, ou interculturelle, ou multiple, dans des sociétés trop modernes, par exemple, dans lesquelles les gens viennent de partout, ils ont des identités complexes et multiples. Donc je ne peux pas a priori savoir ce que vous allez comprendre, ce que je veux dire. Donc je vais être obligé de produire beaucoup d'informations, de cadrer mon information, de revenir dessus, de faire profusion de métacommunication pour que vous compreniez ce que je dis. Et en fait, je vais être obsédé par le cadrage de mon information. Et donc ça va m'obliger à beaucoup communiquer, à beaucoup échanger d'informations, et revérifier cette information, et revenir sur cette information, et recontextualiser cette information. Donc je vais être extrêmement bavard. Les sociétés à très haut contexte n'ont pas besoin d'être bavardes pour s'échanger énormément de choses, parce qu'elles partagent tellement de choses, elles sont tellement homogènes. Les sociétés à faible contexte sont des sociétés complexes, les sociétés à multiples identités, les sociétés culturelles, et elles ont besoin au contraire de toujours vérifier, cadrer que l'autre a bien compris, et à multiplier les informations. Mais ça, c'est le premier Edward T. Hall, c'est le Edward T. Hall de la communication interculturelle. Mais dans cette communication, évidemment, il va découvrir qu'en effet, les gestes ne sont pas les mêmes, les comportements ne sont pas les mêmes, le toucher, ce n'est pas les mêmes, la distance entre les individus, ce n'est pas les mêmes. Et ils vont se rendre compte qu'une grande partie de la communication ne passe pas par les mots, mais passe par des comportements physiques, de gestion de l'espace, de gestion du toucher, de gestion de la proximité. Et il va donc inventer la proxémique, c'est-à-dire l'analyse de cette dimension cachée, c'est le titre d'un de ses livres, l'analyse de la dimension cachée, c'est-à-dire la dimension de l'espace physique, du contact, du toucher, des gestes. Il va montrer comment chaque culture va avoir son propre code, son propre règle. Et notamment, il va être très célèbre pour l'analyse de la distance. Qu'est-ce qui fait que tu rentres dans ma sphère intimité ? Qu'est-ce qui fait que tu rentres dans ma sphère d'amitié ?
dans ma sphère d'interaction, à quel moment tu peux commencer l'interaction avec moi, à quelle distance tu peux commencer l'interaction, à quel moment tu es un intime, je t'ai laissé rentrer dans mon intimité, à quel moment tu es très très intime et on se colle, comment je gère le contact, le toucher physique, qu'est-ce que tu as le droit de toucher, quelle façon tu as le droit de toucher de mon corps et qu'est-ce que ça veut dire, à quel moment. Évidemment, ce sont des éléments kinétiques, comme le dirait Ray Birdwhistell, ce sont des kinèmes, c'est-à-dire que c'est des gestes, des alphabets qui n'ont pas le même sens. Hein, ce sont des signifiants qui n'ont pas le même signifié en fonction des sociétés et qui ne sont pas gérés de la même façon en fonction des signifiés. Et donc son livre le plus important, Le langage silencieux, va montrer qu'en fait, dans une communication, nous sommes polychroniques. Il y a plusieurs moments qui se passent. Il y a une multicanalité et cette multicanalité permet de dire plusieurs choses en même temps. Parfois, ces choses sont toutes synchronisées pour parler en même temps de la même chose. Parfois, il y a des contradictions. Parfois, certains canaux aident à diriger d'autres canaux. Parfois, il y a même des contradictions l'une avec l'autre. Je peux dire quelque chose verbalement et physiquement dire l'inverse. C'est ce qu'avait montré Bateson avec le double bind et la crise psychotique. C'est je peux te dire quelque chose et en fait, mon corps te signifiait l'inverse et te mettre dans une contradiction, etc., etc., etc. La communication humaine est complexe, elle est multiverbale. Elle est polychronique. Et on doit à Dale Eames, le troisième chercheur de l'école de Philadelphie, une synthèse globale, synthèse immense, à travers son ouvrage de sociolinguistique, de théorie de la sociolinguistique, une sorte de réflexion globale sur ce que c'est que la communication. Là, on arrive dans l'architecture la plus complexe, la plus aboutie, qui va donner à la fois les théories de psychologie sociale et à la fois la théorie de sociolinguistique. Dale Eames est très inspiré par Claude Lévi-Strauss et Édouard Sapir, les deux linguistes du paradigme linguistique qu'on a abordé précédemment. Et il va faire rentrer l'analyse structurale, le structuralisme linguistique, à l'intérieur de la systémique et à l'intérieur du paradigme interactionniste. Et il va essayer de faire tenir tout ça dans une théorie générale qui est immense. Et certains diront que cette théorie est tellement immense qu'elle en devient inutilisable, impraticable. C'est vraiment l'un des enjeux majeurs pour comprendre la société. Et on va résumer très rapidement sa théorie à travers le concept qu'il a inventé, le jeu de mots qu'il a inventé. C'est la théorie du speaking. Speaking qui veut dire énoncer, le fait d'énoncer en anglais, le fait de dire quelque chose, et qui en fait est un acronyme qui permet de rétablir les différents éléments qui se passent dans une seconde de communication. À un moment, dans un instant de communication, si je dois faire une tranche, comme un biologiste, si je dois couper et je dois mettre au microscope une seconde de communication, je peux y découvrir tous ces éléments-là, et ce sont tous ces paramètres qui vont me permettre d'analyser ce qui se passe dans cette situation. Le S d'abord, sitting on scène. Le sitting ou la scène, c'est-à-dire tous les éléments du référent spatial et temporel que j'ai invoqué pour la communication. À un moment dans ma société, pour pouvoir faire sens, je dois être dans certains endroits particuliers qui font sens, à certains moments particuliers qui font sens. Est-ce que je dois être dans une terrasse de café? Est-ce que je dois l'inviter au restaurant? Qu'est-ce que ça veut dire de l'inviter au restaurant? À quelle heure? Est-ce qu'on se voit à 19h ou est-ce qu'on se voit à 22h? Être ensemble dans une boîte de nuit à 1h du matin, ça a un sens à un moment. Être dans un amphithéâtre pour faire une conférence, est-ce que je suis tout seul? Ou est-ce que je suis dans l'amphi pour écouter une conférence? Évidemment, toutes les situations de communication vont d'abord signifier par l'endroit où je suis et l'heure où je suis. Et dans la société, en fait, ces endroits et ces heures sont codés. Elles sont un langage, elles portent un sens. Et si je veux réussir ma performance, je dois pouvoir utiliser les lieux et les moments comme éléments de communication. Le deuxièmement, c'est les participants. Qui est autorisé à parler? Qui est autorisé à être un locuteur? Qui est autorisé à être un interlocuteur? Qui est autorisé aussi à être une audience? Il y a 3 acteurs dans un échange de communication. Il y a le locuteur, il y a celui à qui est adressée la locution, et il y a aussi l'audience qui regarde. Y a-t-il des caractéristiques particulières à mettre en place pour réussir la performance de communication? Quels sont les indicateurs, quels sont les symboles, quels sont les éléments que le locuteur doit manifester pour s'identifier lui-même, pour identifier l'interlocuteur et pour identifier l'audience, et vice-versa. Chaque acteur a un droit à être présent ou pas, ou
a même un droit à être exclu, c'est-à-dire un devoir à être exclu. Certains acteurs ne sont pas autorisés dans certaines scènes et dans certains endroits. Donc vous voyez, le P de participant, c'est quels sont, pour que cette scène fonctionne socialement, quels sont les individus, quelles sont leurs caractéristiques qui doivent être manifestées en tant qu'identité de participant à la communication. Troisièmement, quels sont les buts? Quels sont les objectifs? Purpose, end. Le E de end, ça veut dire quels sont les objectifs attendus de cette performance communicationnelle. Cette scène-là a un but, elle a une raison d'être. Et il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur le but de cette raison d'être. Est-ce que je t'ai invité au restaurant parce que tu es une collègue? Est-ce que je t'ai invité au restaurant parce que tu me plais beaucoup? Est-ce que je t'ai invité au restaurant parce que j'ai pas envie de rentrer chez moi tout seul? C'est des buts qui sont différents. La même scène, à un moment, peut avoir une ambiguïté. Et donc, il doit avoir une gestion de ses objectifs et ses buts. Pour autant, si je t'invite au restaurant à 21h et qu'on est ensemble jusqu'à 23h, il y a des possibilités d'objectifs. Il n'y a pas une infinité d'objectifs. Cette scène est très connue, elle est socialement codée, et ses objectifs sont socialement codés. Venant au restaurant et restant avec moi à 23h, tu ouvres les opportunités, tu ouvres les possibilités de ces objectifs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont déterminés, qu'ils sont obligatoires, mais il y a une ambiguïté, mais il n'y a pas non plus une infinité d'objectifs. On sait qu'on est là entre deux objectifs, soit avoir une relation professionnelle qui peut devenir amicale, sympathique, etc., et qui veut manifester une certaine proximité professionnelle, le fait qu'on partage un point de vue, qu'on est bien ensemble et qu'on voulait aller un peu plus loin que les simples réunions de bureau, ou peut-être aller encore plus loin, et on voudrait peut-être changer de régime et ne plus être que sur le plan professionnel et rentrer dans un plan plus intime, peut-être amical, voire plus loin si affinité. Donc vous voyez que chaque scène a codé elle-même les objectifs autorisés, et quand on organise la scène, on organise aussi la possibilité de compréhension, le contexte de compréhension des objectifs. Les séquences, l'ordre des séquences, le rythme des séquences. En fait, une scène de communication sociale, c'est un scénario. Il y a des objectifs. Alors, ce n'est pas un scénario linéaire, ça ressemble plutôt à un arbre qui peut aller dans plusieurs directions, c'est un arbre de choix, mais cet arbre de choix est prévisible, il est régulé socialement. Il faut commencer par une scène, on peut avoir plusieurs choix entre plusieurs scènes de démarrage, et puis ensuite, cette scène réussie, on peut s'ouvrir à d'autres scènes, là encore, on a 2 ou 3 choix, mais il n'y en a pas tant que ça, et chaque scène, en fait, ouvre à 2 ou 3 scènes possibles, et en fait, l'organigramme des scènes possibles, c'est un scénario ouvert en forme d'arbre, d'organigramme, est figé. Lui, il est organisé socialement. Comment ça va se dérouler exactement, ce n'est pas écrit, mais en tous les cas, l'organigramme lui-même est figé. L'organigramme lui-même est organisé. Je t'ai invité au restaurant, on a bu d'abord un verre ensuite je te propose de venir manger avec moi, on s'attend à certains types de restaurants. En fonction du restaurant, il va y avoir des indicateurs de lieu et d'espace qui vont aider à cadrer le sens de ce qui se passe aujourd'hui. Il va y avoir des séquences, je te raccompagne chez toi ou pas, tu me laisses te raccompagner chez toi, on boit un verre après, est-ce que tu m'invites à boire un verre? Tout ça, ce sont des séquences qui sont bien connues, qui sont bien organisées et qui sont des possibles déjà prévus, déjà prévisibles. Qui se déroulent ou pas, qui se déroulent bien ou mal, c'est une autre question. Vient ensuite les preuves, les éléments de preuve. Ces éléments de preuve sont l'ensemble des petites pièces performatives qui permettent à votre interlocuteur de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Vous avez dans toutes les situations des gestes, des moments, des regards, des mots clés qui vont permettre d'identifier la scène que vous êtes en train de réaliser, d'identifier ce que l'on est en train de faire en faisant ce qu'on fait. Et donc, ces preuves, ça va être par exemple une main derrière le dos, ça va être comme dans l'exemple de Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant, une main posée délicatement et d'une façon inconsciente, entre guillemets, avec une certaine mauvaise foi, sur la main d'autrui. Ça va être un éloignement, ça va être un regard profond. Tous ces éléments vont être des preuves qui vont permettre à un moment de faire comprendre à l'interlocuteur le sens profond de la scène que l'on a convoquée pendant tout l'échange intersubjectif. Le I de instrumentalities, de instrument, c'est en vérité le niveau stylistique. Tous les éléments qui permettent à un moment de donner une certaine forme, une certaine esthétique à vos propos. Le genre stylistique, ça va être le ton, ça va être la voix, ça va être le volume sonore, ça va être la posture, ça va être les vêtements que vous portez ce jour-là.
ça va être les lieux et les styles de lieux que vous avez choisis, les caractéristiques qui sont posées dans le lieu. Tout ça va former une certaine stylistique, une certaine poésie. Et cette stylistique, cette poésie va nous emmener à la dernière lettre, le G de genre, qui va former des sous-ensembles, des styles, des variations dans la scène. Il existe en effet des scènes organisées par la société, des moments organisés par la société, mais dans ces moments, il y a des styles, il y a des genres, il y a des variations. Et on peut, à un moment, donner corps dans un certain style et respecter une certaine coordination dans un sous-genre. Le style cool et détendu, le style très formalisé, le style bourgeois, le style grunge, etc., etc. Une même scène, la même scène d'une rencontre entre deux personnes, peut adopter certains styles et donc on choisira certains lieux particuliers, certains vêtements que je porte particuliers, un certain type de conversation, une certaine tonalité, un certain niveau de langue qui appartiennent tout ça à une catégorie identifiable socialement. Le dernier acteur, le dernier penseur, le dernier intellectuel du Collège Invisible, c'est évidemment Erving Goffman. Alors Erving Goffman, on lui a donné une partie à part entière, c'est le petit 3 du grand 2 du Collège Invisible, parce que Erving Goffman, c'est la grande synthèse. C'est le grand intellectuel. C'est le géant de la sociologie de la seconde partie du XXe siècle. Erving Goffman est à la fois formé et directement héritier de l'école de Chicago, et il finit sa vie dans l'école de Philadelphie, enfin dans l'université de Pennsylvanie, en Philadelphie. Il va faire le pont avec tous ces penseurs. Alors là, bon, la grande pédanterie d'Erving Goffman est de dire qu'il n'a jamais fait partie de ce collège invisible, qu'il n'a jamais fait d'interactionnisme symbolique, qu'il appartient à l'école de Chicago de très très loin. Mais on peut dire que Erving Goffman et Howard Baker sont vraiment les deux penseurs qui vont redonner naissance à l'école de Chicago et qui vont aussi s'accaparer de tout l'héritage du collège invisible pour former une énorme théorie générale de la subjectivation et de la construction sociale par les échanges interactionnistes. On peut diviser dans les œuvres d'Erving Goffman deux parties. Une première partie qui est le fondement, qui est celui de la construction de la réalité. On est là dans le même constructivisme de la réalité que la plupart des auteurs du Collège Invisible. La vie est un théâtre, la vie est une scène, cette scène est construite, elle est organisée socialement, on rentre dans cette scène et on joue un personnage, on se subjective par l'interaction avec autrui. Il va beaucoup utiliser la métaphore théâtrale, celle du cinéma, pour faire une analogie, qui n'est qu'une analogie, entre le spectacle et la réalité. Pour dire que la réalité est en fait organisée exactement comme une pièce de théâtre. Il y a une scène, il y a des coulisses, je rentre dans cette scène il y a un personnage, il y a un script, il y a des rôles, il y a des discours attendus, il y a un style attendu, et je vais faire une performance théâtrale pour un moment exister en tant que personnage dans une scène donnée. Et puis je vais me retirer de cette scène, je vais passer dans des coulisses où je vais me retrouver avec moi-même, où je vais être plus libre de pouvoir réfléchir, de ne pas acter, de ne pas performer, où je vais retrouver mon intimité. Puis je vais très vite re-rentrer dans une scène, que ce soit dans les transports en commun, au travail, avec les enfants. Et donc la journée d'une personne est un ensemble de performances de la vie quotidienne. Performances qui sont des pièces de théâtre. Le matin, je me réveille et je suis en coulisses dans ma salle de bain, je me maquille, je m'habille, je choisis mes vêtements, je me prépare à la performance générale. Puis le petit déjeuner démarre avec mon compagnon, avec les enfants, et là je joue la scène de la famille, je joue la performance du petit déjeuner familial avec les enfants et avec la famille. À un moment d'intimité peut-être dans la voiture où j'ai le temps de me reposer un peu, et juste avant de sortir de la voiture, le coup d'œil dans le rétroviseur, et puis je rentre dans les espaces publics, je rentre dans la rue. Dans la rue, il y a une certaine performance, une certaine tenue, une certaine attitude. J'ai mis un costume passe-partout qui va me permettre justement d'être quelqu'un d'assez lambda dans la rue. Mais par contre, si j'ai un rendez-vous particulier, il se peut qu'à un moment, mon costume soit un peu dérangeant, un peu gênant dans la rue, et je vais vite essayer de me garer le plus proche du restaurant pour passer vite de la voiture qui est mon antichambre à la scène du restaurant avec le rendez-vous intime. Par contre, si c'est au travail, je vais rentrer à un moment au travail et je vais correspondre à un ensemble de scénettes à l'intérieur du travail. Donc la vie
est un ensemble de pièces de théâtre, est un ensemble de personnages, de rôles qu'on appelle mon identité. Je suis un ensemble de sujets. Évidemment, je ne suis pas la même personne, hein, si je suis lieutenant-colonel d'un commando Marines ou si je suis commissaire de police, je ne suis pas la même personne avec les enfants pendant la scène du petit déjeuner, en plein combat avec mes soldats ou en réflexion stratégique à l'intérieur d'une école de guerre. Hein, je ne suis pas du tout les mêmes personnages, je ne suis pas du tout les mêmes caractéristiques et j'ai un éventail en effet de performances et de rôles qui forment un peu mon identité sociale et ma réputation. Mais ce qui va être intéressant pour Erving Goffman, c'est qu'il va dans l'héritage justement de l'école de Chicago, héritage qu'on avait un peu oublié dans le Collège Invisible, il va principalement s'intéresser aux exclus et à la marginalité. Ce qui intéresse Erving Goffman, c'est que dans l'échec en fait performatif, dans l'échec de cette stratégie d'intégration, se révèle tout le poids et toute la difficulté de cette stratégie d'intégration. Il va montrer à travers les différents échecs, à travers les différentes exclusions, à travers les différentes marginalités, à quel point le théâtre est pesant, à quel point il est rigoureux, à quel point il est complexe et à quel point il est exigeant. Il va d'abord s'intéresser aux ratés dans la vie quotidienne. Quand, par exemple, je fais une mauvaise performance, quand je dis quelque chose qu'il ne faut pas dire, que j'emploie un vocabulaire que je n'ai pas le droit de dire, ou que je suis mal habillé, que je ne suis pas habillé selon les circonstances, que j'ai raté ma tenue vestimentaire. Donc, toute une série de mauvaises performances, de couacs, qui vont à un moment amener une surprise chez l'individu, chez les gens qui sont autour de moi, qui vont à un moment désarçonner, dérouter les individus avec lesquels je devais faire la performance, et qui vont à un moment essayer de m'aider à trouver une solution, à essayer de refaire bonne figure et d'essayer de ne pas perdre la face devant tout le monde. Hein, il va y avoir régulièrement des couacs, et ces couacs sont très dérangeants, sont très gênants, et peuvent amener à un moment à la cessation de l'interaction. C'est-à-dire que les couacs peuvent être suffisamment graves, je peux faire des manquements suffisamment graves pour qu'on soit amené à me dire que je ne suis plus invité dans l'interaction, qu'il vaut mieux suspendre la scène, suspendre la représentation et revenir plus tard quand je serai un peu réparé, quand j'aurai retrouvé les éléments nécessaires à la réparation. Hein. On peut par exemple s'engueuler avec un collègue de travail et à un moment il faut que la scène cesse, et parce que la violence n'est pas autorisée au travail, et donc on vous invite à sortir, à vous calmer, etc., etc. Vous pouvez être très mal habillé et être considéré comme ne pas avoir un vêtement adéquat à la situation à laquelle vous êtes invité, et là encore, vous êtes amené à vous couvrir, à mettre quelque chose sur votre tête si vous rentrez dans une synagogue ou dans une synagogue, ou au contraire à vous découvrir si vous rentrez dans une église, etc., etc. Donc déjà, il va montrer que la performance quotidienne est toujours remise en question. Elle est toujours difficile, et avec votre groupe, on va toujours essayer de trouver un moyen de se rattraper, de ne pas perdre la face, et parfois on n'y arrive pas et la performance échoue. Mais il va s'intéresser aussi à des situations encore plus graves, plus lourdes. En fait, la première interaction qui va intéresser Erving Goffman, c'est les gens qui ne sont pas autorisés à performer. Il existe des scènes qui sont interdites, des scènes qui sont réservées des clubs privés. Des gens ne sont pas autorisés à rentrer dans ces scènes. Les femmes, les pauvres, les handicapés, les minorités visibles vont avoir des rôles particuliers, des places particulières, des endroits particuliers dans lesquels ils ont le droit d'aller et pas d'autres. La ségrégation, il n'y a pas si longtemps, et encore aujourd'hui d'une façon plus invisible, la ségrégation interdit en fonction d'une couleur de peau ou d'éléments qui vous font attribuer à certaines minorités ethniques, vous interdit certains lieux, vous interdit certains mariages, vous interdit certaines paroles, vous interdit certaines professions. Le racisme, par exemple, la stigmatisation sur la base d'une origine ethnique sont les manifestations types que certains espaces sont réservés à un ensemble d'individus qui ne pas avoir la caractéristique de ces individus vous interdit tout simplement de pouvoir avoir le droit de performer. Il y a des endroits pour vous, il y a des scènes pour vous, il y a des identités pour vous, et certaines identités font sourire les personnes qui sont présentes ici parce que vous n'êtes pas autorisé à avoir ce genre d'identité. Vous voyez, les stigmates, hein, le racisme, la discrimination, la domination, montrent que les règles sont très fixées
sont fixés socialement et qu'il y a des rapports de force, il y a des rapports de domination dans lesquels on va astreindre un individu à une certaine identité possible, à certains personnages, et on va l'interdire, on va l'exclure quand il va vouloir sortir des cases qui lui sont autorisées. Donc voilà, on a fait un tour d'horizon de l'histoire à la fois de l'école de Chicago et du Collège Invisible, c'est-à-dire du paradigme interactionniste. On a essayé de voir la filiation, les groupes de chercheurs et leur filiation et les éléments premiers. Maintenant, nous allons passer à une troisième partie de ce cours, qui est une sorte de synthèse générale du paradigme interactionniste et qui est une sorte de boîte à outils. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme boîte à outils en tant qu'étudiant en sciences de l'information et de la communication, en tant que professionnel de la communication, en tant que chercheur ou apprenti-chercheur en sciences de l'information et de la communication? Qu'est-ce qu'on a comme boîte à outils, comme élément à considérer pour comprendre comment une communication se déroule, comment elle réussit, comment elle performe, comment elle peut être harmonieuse, ou au contraire, quels sont les éléments et les indicateurs qui vont montrer qu'elle dysfonctionne, qu'elle, à un moment, est source de douleur, est source d'exclusion, est source de réparation et de destruction, et voire même est source de stigmatisation et d'exclusion. Et donc nous allons passer tout de suite à cette troisième partie. Merci.